Bonsoir à tous. Oui. Ouais. Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette belle soirée, pour cette avant-première du film Lumière, l'aventure continue. Je dis toujours quand je fais une projection qu'on est très heureux de vous accueillir. C'est vrai qu'on est toujours très heureux, mais ce soir on l'est encore plus parce qu'on a la chance d'avoir avec Thierry Frémaux, qui est quelqu'un au final d'assez rare, avec qui on ne peut pas toujours, voilà, et on a la chance de pouvoir discuter avec lui. J'ai quand même une petite consigne à vous donner. Dans 2 mois, il va se passer un petit événement dans le cinéma. Il est certain qu'à 2 mois du festival, Thierry Frémaux ne parlera pas du festival. Donc je vous demanderai juste, dans vos questions et dans l'échange qu'on aura avec lui, de ne pas aborder des sujets, c'est normal, voilà, il ne parle pas aux journalistes, c'est très secret, etc. Et donc voilà, si vous pouvez juste éviter les sujets autour du festival, ce serait parfait. On est OK? Allez, je vous souhaite un très bon film et je vous donne rendez-vous à la fin du film. Rebonsoir à tous. Je vais vous demander d'accueillir Thierry Frémaux. Merci à vous d'être venu. Vous avez pensé que vous alliez vous ennuyer un peu, mais vous faisiez un effort pour voir des films en noir et blanc. Et vous voyez que c'est des films assez joyeux. Il y a un truc que je dis pas d'ailleurs dans le film, c'est que les Lumières avaient 30 ans quand ils font du cinéma. Et parce qu'on a retenu d'eux des vieillards blanchis sous le harnais qu'ils étaient à la fin de leur vie. Alors qu'en 1895, quand ils décident de s'attaquer à tout ça, ils ont 30 ans et ils aiment s'amuser et les films en portent la trace. C'est ce qu'on sent beaucoup dans votre film, Thierry. Ce soir, on va pouvoir discuter du film ensemble, du cadeau que vous nous avez fait. On va échanger avec le public, qui, j'espère, aura plein de questions pour échanger avec vous. Mais peut-être dans un premier temps, moi, j'avais quand même 1 ou 2 questions. J'ai regardé ce film, j'avais regardé le premier, et qu'on avait projeté en avant-première d'ailleurs, mais vous n'étiez pas là. Là, je vous sois, on est très contents. Et je m'interrogeais sur votre passion du cinéma. On connaît tous votre parcours, l'Institut Lumière, le festival, etc. Et je me disais, il n'y a qu'un passionné fou de cinéma pour faire ce travail, évidemment tout le travail de restauration, de l'Institut, etc. Et ensuite de nous amener, et ensuite de nous proposer ces 2 films. Moi, je me demande vraiment, elle vous vient d'où cette passion? Comment est-ce que ça a démarré? D'abord, c'est mon travail. Moi, je suis d'une génération où on a le sens des responsabilités, on doit accomplir ce pourquoi on est salarié, ce pourquoi on est payé. Mais elle me vient d'où? Je sais pas, je pense que quand on est enfant, tous les enfants aiment le cinéma. Puis après, à l'adolescence, on commence à aller voir des films que les copains ne vont pas voir. Par exemple, des films en noir et blanc, par exemple, des films en VO. Je parle pour un provincial, un lyonnais. Et puis, j'avais fait des études, j'étais supposé faire des études de biologie, j'avais eu 4,26 au premier trimestre, et je voyais bien que les livres que je lisais le soir, n'étaient pas des livres de biologie, quoi. Donc à un moment, vous vous dites, le cinéma fera partie de votre vie. D'ailleurs, c'est souvent ce que je dis aux jeunes gens qui viennent nous demander des conseils. Je leur dis, si vous aimez le cinéma vous aimera. Et surtout dans ce pays, on a cette chance-là. C'est quand on... Bon, après, dans mon bouquin, j'écrivais, je disais, mais même si j'avais déchiré des tickets à l'entrée des cinémas, j'aurais pu dire, je travaille dans le cinéma. Et parce que c'était ça, quoi. C'était... et donc, ça m'est venu de ça, et puis d'une formation peut-être intellectuelle qui fait que j'ai appliqué un peu au cinéma, mais je ne suis pas tout seul, on est plein comme ça, des cinéphiles, il y en a beaucoup. Moi, il se trouve que j'ai ce privilège d'avoir été le jeune Lyonnais sur qui tout ça est tombé. Alors je l'ai provoqué, ce privilège, puisque j'étais prétendument journaliste à Radio Canu, qui était une radio libre, même qui a commencé à émettre avant Mitterrand. Donc quand c'était vraiment interdit. Ou quand il y a des problèmes techniques, on ne savait pas, puisque ça dérangeait personne n'écoutait. Bon. Et puis après, en 82, on avait recommencé à émettre, on avait le droit, donc j'animais une émission de cinéma.
tout me ramenait toujours au cinéma. J'ai même raconté dans mon livre sur le judo que j'étais déjà judoka, mais j'étais le seul à vraiment connaître le premier film de Kurosawa qui s'appelle Sugata Sanshiro, et le titre français c'est La légende du grand judo. J'étais content parce que c'était un film que Tavernier n'avait pas vu. Donc il y avait toujours une manière d'essayer de trouver. Un jour d'ailleurs à Lyon, Tony Gadliff présente Zorba le grec, et je dis qui n'a jamais vu le film, et je vois mon Bertrand qui lève le doigt. Je dis mesdames et messieurs, Bertrand Tavernier n'a pas vu Zorba le grec. Tout le monde l'a sifflé, ça avait vachement amusé, parce que lui il avait quand même tout vu. Donc c'était aussi des beaux exemples. Et il était là ce jour-là où il annonce la création de l'Institut Lumière. Moi j'étais venu un peu pour l'approcher, je lui avais dit est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Il dit ben oui, on est tout seul, donc. Mais parce que dans les années 80, on était bénévole pour tout. Je dis parce que ça a changé, parce que maintenant les gens vous demandent s'il y a du télétravail. Et donc voilà, et l'aventure a commencé comme ça, et puis après tout le reste. Mais par exemple, enfin si c'est pas indiscret, on dit trop personnel la question. C'était quoi votre première émotion devant un film? J'ai coutume de dire que, comme sans doute une grande partie d'entre nous ici, que c'était Blanche-Neige. Et je me souviens vraiment de cette séance. C'était à Brunois, mon père travaillait à Paris, donc on vivait un peu là-bas, dans les années 60, fin des années 60. Et je me souviens, pas tant du film lui-même, mais qu'on était arrivé en retard. Et je me souviens d'être arrivé dans cette salle noire, avec une lumière, avec l'écran éclairé par le film. Et c'est pour ça que j'ai jamais séparé, même si je vois beaucoup de choses à la maison, mais j'ai jamais séparé le cinéma de la salle de cinéma. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, pour revenir sur Lumière, mais Lumière invente aussi la salle de cinéma. Non seulement il aurait pu ne pas être l'inventeur, qu'il aurait été un cinéaste formidable avec les films que vous avez vus, mais il se trouve qu'il décide ce qu'on a fait ce soir, être tous ensemble, pour regarder quelque chose sur grand écran, qui n'était donc pas le projet de Thomas Edison, qui techniquement, il avait la capacité technique d'inventer le cinéma. D'ailleurs, les films Edison étaient des films presque parfaits. Pas aussi beaux, pas aussi tout ça. Bon. Mais lui, il voulait vraiment que les gens payent à l'américaine. D'ailleurs, il a dit, mais le français est fou. Donc, il met tout le monde dans la même salle. D'abord, il ne contrôle pas les recettes. Il y a peut-être des gens qui trichent, comme ce soir. Et puis surtout, une fois qu'ils auront vu les films, ils ne reviendront plus. C'est là qu'ils décident de produire, de réaliser et de faire ce patrimoine gigantesque de 2000 vues lumière. Et ça, c'est assez beau de voir qu'aujourd'hui, parce que puisqu'on fête hier, avant-hier, les 5 ans du confinement, le confinement, toutes les salles de cinéma du monde entier étaient fermées. 2 guerres mondiales n'y étaient pas parvenues. Il a fallu un petit virus chinois, là, et hop, toutes les salles étaient fermées. Et c'était le triomphe des plateformes. Et on en a entendu des conneries sur la mort du cinéma. Comme on en avait entendu quand la télé est arrivée, quand la vidéo est arrivée, quand Internet est arrivé, quand la télévision par câble est arrivée. Et nous, on a toujours pensé que, et vous aussi, puisque c'est votre métier, que les salles allaient résister à ça. D'ailleurs, elles ont toujours résisté à tout. Et le cinéma a toujours résisté à tout. Il est résistant comme une matière résistante, et il est résistant sur le plan, disons, socio-politique. Et moi, j'aime bien cette idée que plus on va vers l'avenir, et plus les salles de cinéma reprennent de l'importance. Alors Tarantino, chaque fois que je lui dis ça, il me dit « Oui, mais toi, tu es optimiste parce que tu es français. » Parce que c'est vrai que c'est en France que ça se passe mieux qu'ailleurs, et pas par hasard. Parce que la France, on dit toujours la nouvelle vague, ça a été les cinéastes cinéphiles, mais carnés dans les années 30, a commencé par être critique. Il y avait plein de gens qui étaient déjà là-dedans. Il y a eu la Cinémathèque, Langlois, il y a des engueulades critiques, en effet, les cahiers positifs. Vous mettez 2 Français devant un film, soit ils s'embrassent, soit ils se disputent. Et tout ça fait la mort du cinéma. Et moi, j'ai d'ailleurs plutôt été élevé en disant les cahiers du cinéma, mais je suis historien de Positif, qui était né à Lyon. Ça aussi, ça avait contribué à ancrer
mon mémoire de maîtrise d'histoire, c'était sur Positif. Et c'est aussi pour ça que j'ai rencontré Bernard Charder, à qui le film est dédié au début, puisqu'il fut le fondateur de Positif et le premier directeur de l'Institut Lumière. Et moi, je viens aussi du milieu de l'université et du sport, et le rapport aux aînés, le rapport aux anciens, est très important. En judo, vous ne vivez pas sans connaître votre histoire et sans connaître les vieux maîtres. Bon. Et moi, j'ai un rapport aux Lumières, parce que Charder, première conférence de presse, premier jour, il décide de projeter la sortie des usines Lumière en 35 mm. Et, bon, à l'époque, il n'y avait que le 35. Mais je pouvais dire, non, ça va, je connais pas du tout. Personne connaissait ça, personne. On avait vaguement entendu parler. Je savais l'existence de ça, et je vois ça, et je suis bouleversé. Et bouleversé aussi parce que là où on se tenait, c'était à 50 mètres, dans cette rue du premier film, qu'il avait tourné ce film. Et à Lyon, il n'y avait rien. Le hangar du premier film, qu'on voit à la toute fin, à nouveau, où Coppola, c'est une salle de cinéma. Les gens sortent du cinéma. C'est Paul Rassam, le monsieur qui est bizarre avec son téléphone, là. Paul Rassam, qui est le grand producteur, frère de Jean-Pierre Rassam, grand ami de Coppola, co-producteur de l'Apocalypse, etc. Et donc, ce hangar était abandonné. Les gens, moi, je me souviens, ils vont se garer n'importe comment, les gens venaient faire leur vidange. C'était un terrain vague, quoi. Et avec Tavernier, on s'est battu pour dire, mais vous êtes en train de ne pas vous rendre compte que la littérature, la peinture, la musique, on ne sait pas où ça a été inventé, et par définition, on ne saura jamais. Le cinéma, c'est là, on sait, c'est là, et Thomas Edison, il ne pourra rien. D'ailleurs, il s'appelle Lumière, et ils inventent le cinéma dans le quartier de Montplaisir. Là, Thomas Edison ne pouvait pas lutter de toute façon contre le thème d'origine. Et après, il y a quelques galéjades des gens de La Ciotat, parce que tout le monde veut un peu s'approprier. Cela dit, il y a un gosse un jour à Lyon qui m'a dit, le premier film tourné à Lyon, c'est l'arrivée du train en gare de La Ciotat. Ce qui veut dire que le cinéma, ça fait géographie aussi. Et alors que l'arrivée du train, qui est un beau film, qui est l'un des films les plus célèbres, a été tourné que 2 ans après. C'est pas du tout l'un des premiers films. Quand vous arrivez à La Ciotat, c'est marqué La Ciotat, berceau du cinéma. Donc nous, ça nous énerve, les Lyonnais, parce qu'à Lyon, rien. Ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest, rien n'indique Lyon, ville du cinématographe, Lumière. Et un jour, quand on était là-bas, on s'était dit, mais en fait, oui, berceau du cinéma, ça va, parce que le berceau, c'est après la naissance. Donc, Lyon reste bien la ville natale. J'ai un peu dérivé, mais pour dire que la salle de cinéma est constitutive de l'invention du cinéma. Je commence le film là-dessus parce qu'il s'agit de ça, et il y a beaucoup de paroles très légendaires, voire fausses, mais belles, donc on les garde, comme dans L'homme qui tua Liberty Valence. Et il a vraiment dit ça, le père. Il a dit, je rentre à Lyon, c'est pas au point votre truc. Mes fils sont des génies, parce que lui, il avait fait surtout 2 fils intelligents, et ils trouveront, ils ont trouvé. Mais alors justement, pour revenir un petit peu sur le film, le premier opus, c'est peut-être la meilleure preuve de tout ce que vous dites sur la salle, ça a été un immense succès. Est-ce que dès le départ, il y avait un projet de proposer 2 films, peut-être un jour un 3e? Enfin, comment s'inscrit en fait la sortie de ces films, donc de ce 2e opus, dans le travail que fait l'Institut Lumière, justement, et le vôtre, sur la restauration de ces films? Ou est-ce que ça s'est construit, entre guillemets, un petit peu comme ça? Alors, le premier film, c'était un spectacle que je faisais, enfin pas un spectacle, mais si vous aviez vu ces 120 vues, muettes, sans musique, sans commentaire, sans rien, vous seriez quand même emmerdé. Parce qu'on a besoin de communiquer, et ma voix est là pour attirer votre regard, et vous savez que le regard de votre voisin, moi par exemple, je ne suis pas musicologue, mais j'adore qu'on me commente une symphonie de Beethoven, on me dit, tu vois, là, il a mis tel instrument parce que ça veut dire ça, et puis là, etc. Donc moi, je connais ces films-là, je les ai vus, j'ai une clé USB dans mes poches, je les ai tous. Et quand j'ai rien à faire, je les regarde. Et il y a des trucs que j'ai vus 10 fois, bon, et la 11e fois, mais il est très très beau ce film. Hop, on l'envoie. Donc il y avait 3 étapes. Il y avait réunir
tout ça, parce que tout est intact. Parce que Sadoul, en 1946, va voir Louis Lumière qui vit à Bandol, qui est veuf, qui va mourir en 1948, et lui dit, donc il y a un bouquin, il fait un livre, mais il lui dit à moi, il lui dit, mais alors où sont les films? Et Louis dit, je les ai. Et il avait tout gardé. Donc Sadoul lui dit, il faudrait déposer ça à la Cinémathèque, il faudrait déposer ça, en tout cas en lieu sûr, et entre la Cinémathèque, nous à Lyon, à l'Institut Lumière, le CNC, on a tout réuni ça il y a 30 ans, pour le centenaire du cinéma. Et puis il fallait recommencer, et entre-temps, l'Institut Lumière, qui n'en avait pas la charge exclusive, en a la charge exclusive, par la famille, etc., et avec l'État, et donc on restaure tout. On est à 500, il y a 1500 films officiels, et 500 films qu'on appelle hors catalogue. Bon. Et c'est cher, hein, c'est très cher, cher de l'argent, donc n'hésitez pas si vous en avez trop. Et à terme, et c'est pareil, je fais un film comme ça, mais l'idée c'est de les restituer. On va d'ailleurs ouvrir une plateforme où 30 par 30, on en mettra. Parce que ces films, c'est pas à nous, c'est à vous, c'est à tout le monde. Faut pas en faire n'importe quoi. Il y a un Russe là, qui nous pirate, qui met de l'intelligence artificielle, qui colorise, qui est un truc des pas de gogo, parce que sur les réseaux sociaux, oh regardez, c'est formidable. Non, mon gars, va faire tes propres films, au lieu d'animer ceux des autres. On revient à tous les trucs d'intelligence artificielle où on croit que c'est des grands débats. Non, les gens ils écriront. ChatGPT n'écrira pas la recherche du temps perdu. Et même s'il l'écrivait, parce qu'on disait, alors voilà, c'est un type qui n'arrive pas à s'endormir parce que sa mère ne vient pas le border le soir. Derrière, la Madeleine et tout, il faut quand même la trouver. Hein, donc ça, l'ordinateur, il n'y arrivera pas. Et pas plus les films. Et précisément, ces films-là, quand je dis voir les films-là, c'est se nettoyer les yeux. Il y a ça, nos yeux sont contaminés par tout ce qu'on a vu. Et y compris, je vous disais tout à l'heure que moi je suis très sensible, justement c'est des débats qu'on a beaucoup avec Tarantino, sur le 35 mm. Le 35 mm c'est de l'argentique, c'est de la nature, c'est naturel. Et je disais, le dernier film bio, j'aime bien cette notion de film bio. Des films bio, sans trucage, sans rien. Ça, c'est des films bio. Bon. Et le dernier film bio, c'est Apocalypse Now. Parce que les hélicos dans le ciel, là, il y en a 6, et il y en avait 6. Aujourd'hui, ils feraient le même film, ils diraient à son type des effets spéciaux, mais ils ont 2 de plus, là. 3 de plus. Ça serait mieux. Non, là, c'était les hélicos de l'armée philippine, qui d'ailleurs, ils les a eu qu'une journée, parce que le lendemain, ils sont allés bombarder des rebelles dans le nord du pays. Bon. C'était vraiment, on faisait du cinéma comme ça. Et donc, il y a quelque chose de voir les films Lumière qui... Wim Wenders, quand il était venu à Lyon en 91, la première fois, il avait dit, c'est drôle, ces films, on peut leur faire confiance. Parce que ce qu'on voit, c'est ce qui était. Aujourd'hui, il y a plein de films, c'est pas qu'on leur fait pas confiance sur le plan artistique, sur le plan romanesque, sur le plan poétique même, mais sur le plan éthique, pas sûr. On ne sait plus qui filme, qui... Bon. Et encore, ça c'est du cinéma. Internet, c'est encore complètement autre chose. Ça, ces films-là, et c'est pour ça que c'est beau de revoir ça, parce qu'ils se sont posé des questions de cinéastes. J'ai une caméra, j'en fais quoi? Je raconte quoi? Je la mets où? Je signe mes images, donc j'en prends la responsabilité. Et même quand ils filment un duel, bon, c'est un remake, c'est un faux duel. Et sauf à ce qu'on découvre des snuff movies, et je pense que ça n'arrivera pas, le cinéma n'a jamais filmé quelqu'un en train de mourir. C'est tout l'enjeu de vos 2 films, au final, c'est... Enfin, moi aussi, je partage mon avis perso, mais au final, on pense que c'est technique, c'est une invention technique, alors qu'au final, ils ont inventé la mise en scène, les scénarios, les plans, le cadre, etc. Dès le départ. Pour ça, d'ailleurs, parce qu'ils sont obligés. Si n'importe quel d'entre vous, et d'ailleurs, à l'époque, même les caméras Super 8, il y a un côté film, home movie, film de famille aussi, chez Lumière. Oui, ils ont une caméra et ils vont décider de filmer ça de telle façon, ça de telle autre façon,
Louis va recruter ses opérateurs, à qui il promet une vie d'aventure et une existence précaire. Et les types, tout à coup, ils vont au Japon, à Mexico, ils sont tout jeunes. Et c'est les seules traces, d'ailleurs, vraiment, parce qu'il n'y a pas d'archives sur Lumière. Il y a des archives techniques, il n'y a pas d'archives artistiques. Par exemple, le rapport Lumière avec la peinture, avec la photographie, on ne sait pas. Moi, j'ai mis la musique de Gabriel Fauré. La première fois, c'était Camille Saint-Saëns, parce qu'ils vivaient à la même époque, et qu'à l'époque, on écoutait cette musique-là, et puis elle va bien, la musique de chant, piano, violoncelle, avec ces films-là. Mais on n'a pas ces traces-là, on ne sait pas. On sait pas. Mais non, je disais, aujourd'hui, le cinéma est partout, même avec les smartphones. Même celui qui fait un post Instagram, le langage qu'il utilisera, c'est le langage du cinéma. Mais sur Internet, on voit des gens décapités. Et le cinéma n'a pas filmé les camps. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je dis que le cinéma est un art éthique. C'est parce que ça vous oblige à prendre. D'abord, vous signez aux images. Alors sur Internet, il y a l'anonymat. Et voilà. Et donc, c'est pour ça, moi, par exemple, même dans mon autre deuxième métier de sélectionneur de Cannes, et même de cinéphile, je ne me moque jamais d'un film. J'ai jamais prononcé le mot navet. C'est un truc, est-ce qu'on dit ça d'une chanson, d'un roman? On sait que quelqu'un qui écrit un roman, il va s'emmerder à écrire un roman. Mais moi, je ne connais pas un seul cinéaste qui s'est réveillé le matin en disant eh ben, je vais faire un mauvais film. Tiens. Non, ils font de leur mieux. Ça vous plaît pas, ça vous plaît. Sean Penn avait été génial comme président du jury. Il avait dit bon, moi, je tolérerais zéro conversation sur les films qu'on n'aime pas. On en a 22 à voir. On a 7 prix à remettre, donc on va surtout se concentrer sur ce qu'on aime. Et c'est pour ça que je suis comme Tavernier était dans la générosité cinéphile. La générosité, c'est pas la naïveté, c'est pas tout aimer, c'est de parler que de ce qu'on aime. Et de voir dans ce qu'on aime. Et j'ai appliqué ça aussi au film Lumière. Il y avait même des films en vidéo qui pas mal. Bon, allez, d'accord, on le restaure. Et puis tout à coup, c'était splendide. Parce que quand même, la picturalité, le grain, ce qui se passe dans cette image change tout. Et le cinéma muet en général, mais les lumières en particulier, ça vous lave les yeux et ça vous oblige à retrouver votre propre capacité à regarder. On va vous passer la parole maintenant. Je ne sais pas qui va oser. Ouais, plein de gens. Allez, c'est parti, je commence devant moi. Première chose que je voulais vous remercier, parce que moi j'ai toujours adoré les courts-métrages des Frères Lumière, mais c'était génial de pouvoir les voir sur grand écran. Donc merci à ça. Et l'autre chose, c'est juste une petite L'arroseur arrosé, c'est aussi la première adaptation d'une bande dessinée au cinéma. Merci encore. Alors sur la source, d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez raison, c'est une bande dessinée très très populaire. Il y a plusieurs auteurs en fait. Copié. Très copiée elle-même en fait. Et les Lumières ont toujours dit que c'était le jeune Édouard Lumière, qui vient mourir d'ailleurs assez rapidement, qui a fait la blague. Et du coup, ils ont décidé de la retourner. Et vous avez vu, il y a un regard caméra génial à la fin du film. Oui, bonjour. D'abord, un grand bravo pour votre film. Parce que c'est un film, c'est pas un montage. Il procède d'une sélection avec votre commentaire magnifique et la musique envoûtante de Forêt. Alors, j'ai une question un peu bateau. Comment avez-vous établi votre sélection à partir des 2000 pour en tirer 130? Alors d'abord, j'ai pas répondu à votre question tout à l'heure. Le premier film s'appelait Lumière, hein, Lumière. Et puis sur l'affiche, avec Ad Vitam, le distributeur de film, on avait mis L'Aventure commence. Donc il a fini par s'appeler L'Aventure commence. Donc on a dit, si on en fait un deuxième, on l'appellera L'Aventure continue. Je suis pas sûr d'en faire un troisième, parce qu'on n'a pas de titre. Oui, il y aura la fin de l'aventure pour le dernier. Et puis, je disais, j'avais l'habitude de montrer ces films comme ça, sur scène, pour justement dire aux gens, regardez, si
même sans piano, sans rien. J'en avais fait ce premier film parce que justement, les gens d'Advita m'avaient dit non, non, mais nous on trouve ça super et ça mérite de sortir en salle. Et c'était ça le projet, c'était qu'il y ait marqué lumière sur une affiche de cinéma aujourd'hui et que les gens retournent au cinéma voir des films lumière. Retournez-y demain d'ailleurs, parce qu'à partir de demain, on va commencer à compter les entrées. Le deuxième, j'étais pas sûr. Je savais qu'il y avait des beaux films, mais il fallait que je trouve quoi raconter. J'allais pas recommencer dès le premier film du deuxième film, dès la première vue. Alors regardez, on reprend. Regardez comme c'est drôle et tout. Il fallait quand même retrouver quelque chose de peut-être plus philosophique et peut-être parce qu'on est en 2025, c'est venu naturellement. Je l'ai écrit l'an dernier après le Festival de Cannes. Bon, j'avais tout ça en tête, j'avais pris des notes, mais on l'a fait très vite, on l'a fait en 2 mois. On avait fait restaurer des films, on est encore en train de les restaurer là. Et le partage en chapitres s'est fait un peu naturellement, mais toute la fin, qui est peut-être plus, si j'ose dire, philosophique, c'était quelque chose que je voulais dire. C'est-à-dire, Lumière a une drôle de place dans l'histoire du cinéma, pas tout à fait inventeur, c'est Edison. Pas tout à fait cinéaste, c'est Méliès. Et on voulait dire qu'il est tout à fait inventeur et tout à fait cinéaste. Mais que même s'il n'avait pas été inventeur, ce qu'il a fait comme cinéaste était très beau. Et puis, il y avait cette idée de cet autre cliché, Lumière c'est le documentaire, Méliès c'est la fiction. Donc vous voyez que c'est pas vrai. Y compris Méliès, ça fait les arrivées du train, il a fait le documentaire, il n'a pas trouvé son style tout de suite, Méliès. Bon. Et donc l'histoire du cinéma, les origines, est toujours l'objet d'interprétation. Là en ce moment, on parle beaucoup d'Alice Guy. Alors on n'en parlait pas du tout avant, et c'était un tort. Alice Guy était la secrétaire de Léon Gaumont. Donc elle assiste à la première projection privée et scientifique du 22 mars. Et puis voilà, Gaumont commence, il était déjà un peu dans la photo, et il commence à penser à tout ça. Et après, elle va l'accompagner, puis elle va devenir cinéaste. Et elle va faire des films, et elle a longtemps été passée sous silence, parce qu'on faisait Lumière Méliès, Max Linder. Bon, en gros. Et puis maintenant, parce que l'époque est à ça, maintenant il n'y en a que pour Alice Guy. Bientôt, elle a inventé le cinéma, Alice Guy. Et non, mais les Américains surtout. Parce qu'elle a vécu en partie aux États-Unis. Mais Alice Guy est important. Ces années-là, 97, 1910, sont encore à visiter. Nous, on fait notre travail sur Lumière. Et donc, il y avait quand même cette idée-là de dire Lumière, il y a une idée Lumière. Et même, peut-être que ça sera pour plus, il y a autre chose, c'est que je le dis d'une demi-phrase, mais Lumière, il y a des photos en relief, des films et des photos en couleur. N'oublions pas que le type, la vraie raison pour laquelle il arrête le cinéma, c'est qu'il veut inventer la photographie en couleur. Et il le fait. Il invente les autochromes, qui vont être le grand procédé couleur jusqu'à ce que George Eastman fasse la pellicule souple, donc dans les années 30. Mais sinon, toutes les photos en couleur de la guerre de 14, ce sont des autochromes lumière, par exemple. Et donc, il y a un monde lumière, il y a un imaginaire lumière. Et c'est l'imaginaire 1900. Il y a ça chez Proust. D'une certaine façon, il y a ça chez Zola et tout. On sort du 19e siècle, et guerre napoléonienne, de la Commune, de tout ça. On pense que le 20e siècle sera génial. Bon, ça a été le pire de tous. Mais on pense que le monde va vers son bonheur. Et les films lumière, les photos lumière, le côté famille, le côté la vie heureuse, que je dis évidemment, la vie simple, la vie paisible, on pense que ça va être ça. Et puis après, tout va partir en vrille, guerre 14, etc. Et bien Lumière, autour de 1900, il le capte, ça. Et donc il y a un imaginaire, et qui est un imaginaire politique, qui est un imaginaire artistique. Il y a dans le premier film, un film qui s'appelle La partie des cartés. Il y a 3 types qui jouent aux cartes, et puis un serveur qui vient, qui fait un peu d'imbécile devant la caméra. Et 30 ans plus tôt, il y a un tableau de Cézanne, qui s'appelle Les joueurs de cartes, qui est composé de la même manière. Donc, soit Lumière connaissait le tableau, c'est assez génial, parce qu'il a décidé d'en faire un film. Il a animé un tableau. Bon, pas mal. Soit il ne le connaissait pas, et tout à coup, il a les mêmes idées qu'un grand peintre comme Cézanne, cadrage, composition de l'image, etc.
Et puis il y a autre chose aussi, c'est que le cinéma de lumière dit une chose qui a été dite après par tout le monde, par Godard, par Serge Danet: l'histoire du cinéma n'est pas une histoire d'image, c'est une histoire de plans. Chez Lumière, il n'y a que des plans. Et il y a même des plans séquences, quoi. Je voulais d'ailleurs, au moment ouvrir le film, là c'est très beau ce que Agnès Varda, une habitante de ce quartier, dit, comme quoi c'est pas nos ancêtres, c'est nous. Et je voulais l'ouvrir avec une citation de Serge Danet, qui à un moment a dit, c'est un bout de phrase, mais je voulais prendre ce bout de phrase: le cinéma est né grand. Donc voilà, il mourra grand. Lynch un jour m'a dit, quand le cinéma mourra, la France sera le dernier pays où il cessera de respirer. Pas mal. On va prendre une question ici. Parce que je suis là-bas. Bon, merci pour votre film. Je voulais vous poser une question technique. Sur quel support travaillaient les frères Lumière? À quel point de vue? Au point de vue pour les La pellicule? Oui. Ouais. Alors, ils sont allés, c'est pour ça que c'est une histoire collective, qu'à la fin, eux finissent par avoir le geste décisif. Il y a beaucoup d'inventeurs avant Lumière, il n'y en a pas après. C'est comme ça qu'on dit, une fois qu'ils le font, c'est fait. Mais la pellicule 35, c'est une invention de Thomas Edison. Les 50 secondes, les 17 mètres de pellicule, c'était aussi le format Edison. Et comme ils avaient peur de se faire attaquer pour contrefaçon, ils font des perfos rondes, ce que je dis dans le film, et pas les perfos carrés, qui est le format Edison et qui, lui, va durer après. C'est les Américains qui vont triompher sur les brevets pour la pellicule. C'est pour ça que quand on trouve des films 35 à perfo ronde, une perfo de chaque côté de l'image, on sait que ça a été fait avec un cinématographe lumière. Par exemple, il y a un type à Lyon, il y a 25 ans, il prend sa retraite. Il était du tribunal des prud'hommes. Et le tribunal des prud'hommes servait de dépôt légal. Il vide ses placards, et tout à coup, une caisse, 120 films lumière, intacts, qui n'avaient pas bougé depuis l'époque. Donc évidemment, on a vite récupéré tout ça. Et voilà, donc ils travaillaient sur support celluloïde, et eux, pas sur nitrate. Parce que rapidement, l'incendie du bazar de la Charité, c'est vite, hein, parce que plein de gens vont faire leurs propres appareils, leurs propres pellicules, etc. Et Lumière n'a jamais voulu utiliser le nitrate. Et c'est le nitrate qui fout le feu et qui fait qu'il y a des centaines de morts au bazar de la Charité et que le cinéma connaît sa première crise. On avait une question là. Bonsoir. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a marqué. Vous avez dit que aujourd'hui tous les films des Frères Lumière sont en la possession de la Cinémathèque et de l'Institut Lumière. Il n'y en a pas un seul qui a été oublié, perdu, détruit, comme c'est le cas des films de Méliès par exemple. C'est une très bonne question. En fait, il y a 1428 films officiels. Après, il y a les hors catalogues. Sur les 1428, on en a 1417. Donc c'est intact, parce que Louis Lumière a tout gardé, alors que Méliès a tout brûlé. Donc Méliès, on ne retrouve les films de Méliès que sur des positifs, qui en général ont vieilli, etc. Donc la restauration est plus difficile, il n'y a pas de négatif, il n'y a plus rien. Et Lumière, c'est comme Chaplin. Chaplin, si vous regardez, sans vous annoncer un scoop, mais un scoop canois, encore que, mais ce sont les 100 ans de la ruée vers l'or, de Gold Rush de Chaplin. La restauration va être sublime, et tous les Chaplin sont en très très bon état parce que Chaplin avait pris soin de son matériel. Alors que Keaton n'était pas producteur de ses films, et donc Keaton, qui est un autre génie aux côtés de Charlot, de Chaplin, Keaton, voir le film de Keaton, c'est pas toujours dans des états extraordinaires. Mais bonsoir, merci beaucoup pour cet échange très enrichissant. Je voulais savoir, vous disiez qu'en gros, ils avaient tourné de 1895 à 1905 et qu'ils avaient la trentaine. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Du coup, j'ai compris les autochromes, mais ils ont pu tourner du tout? Enfin, c'était ma première question. Et la deuxième, c'est sur la date de sortie. Est-ce que c'est voulu que ce soit en gros le jour des 130 ans de la présentation technique? Voilà. Merci. Non, alors quand on dit 1895-1905, c'est parce que ce sont les dates officielles. En 1905, Louis rend
à la société lumière, le cinématographe et tout ce qui s'y rapporte. C'est pour ça que même sur la question de droit, il y a aussi des droits industriels qui ont ensuite été cédés à l'Institut Lumière par les entreprises qui ont succédé à Lumière. Et en fait, ils s'arrêtent vraiment en 1900. Quand je dis c'est le dernier plan de Lumière, c'est que c'est vrai, c'est son dernier plan. Après, il y a quelques films qui vont encore se faire en 1902, 1903, mais pas tant que ça. Et ça s'arrêtait. Le dernier catalogue Lumière, qui était fait pour vendre des films et pour exploiter, date de 1907. Et après, c'est fini. Et parce qu'ils arrêtent. Alors, il a des paroles malheureuses. Il dit on a laissé ça aux artistes. Moi, je montre qu'il était un artiste. Mais ensuite, en plus, c'est les paroles qu'il a prononcées très tard. Il était devenu un vieux monsieur, etc. Disons qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et en effet, après, il y avait des films de partout. Et puis, c'était un autre type d'exploitation. Eux, ils n'exploitaient leurs films que dans les salles à eux. Le cinéma n'était pas encore complètement organisé. Il va s'organiser à partir de 1907, justement. Et donc, voilà. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils faisaient avant. Ils étaient les patrons d'une entreprise de plaques photographiques florissantes. Ils ont gagné beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'ils ont eu le temps et l'argent pour se consacrer à d'autres inventions. Auguste était plutôt médecin biologiste, un médecin qui ne voulait pas passer sa thèse, parce qu'il était un peu rebelle. Sa rébellion d'ailleurs l'égara un peu sur le plan politique dans les années 40. Mais il va inventer le tulle gras. Le tulle gras, c'est pour sauver les camps brûlés. Il va sauver des milliers de vies pendant la guerre de 14. Bon, ils inventent la photographie en couleur, ils inventent plein de trucs. Louis était un inventeur dans l'âme. Il avait tout le temps un manteau avec des tournevis, des pinces. Ils vont d'ailleurs inventer la main artificielle pour les amputés de la guerre de 14. Ils vont inventer plein de trucs de ce genre-là. Lui, à la fin, il voulait inventer du sel en couleur. Parce qu'il disait le sel est blanc, le riz est blanc, et quand on sale son riz, on ne voit pas ce qu'on fait. Donc, il avait un peu cet esprit-là. Et donc voilà, et ils sont morts assez tardivement, en 48 pour Louis, en 54 pour Auguste, et leurs épouses, l'épouse de Louis est morte plus tôt, mais l'épouse d'Auguste est morte en 63, et il y a le Château Lumière qui est toujours là. Ils étaient populaires d'abord parce que l'usine était une belle usine, c'était bien de travailler à l'usine Lumière, il y avait vraiment plusieurs centaines d'ouvrières et d'ouvriers, d'ailleurs sur le hangar qu'on a recouvert, qu'on a restauré, qu'on a conservé, qu'on n'a pas voulu reconstruire, il y a un tag qui est marqué « Julie, je t'aime ». Et un jour, on l'a laissé, parce qu'il y avait un tag qui concernait une certaine Marlène qui avait moins bonne réputation. Celui-là, on l'a enlevé. Mais un jour, un type dit moi, ma grand-mère s'appelait Julie, et elle travaillait à l'usine Lumière, et elle est dans la sortie de l'usine Lumière. Il dit donc c'est elle, Julie, je t'aime. Le tag a été fait quand même bien après. Il dit oui, mais quand même, on n'a qu'à raconter ça. Je vous le raconte. Et ils étaient populaires parce que, fortune faite, ils ne sont pas partis dans les quartiers bourgeois de la ville. Ils sont restés dans ce quartier de Montplaisir. Et voilà, comme disait Auguste, ce n'étaient pas des nouveaux riches, c'était des anciens pauvres. Parce que c'était ça. Le père qui dit à ses enfants, mes enfants, je ne peux plus, j'ai raconté tout ça dans mon livre, là, je ne peux plus vous faire vivre. Et voilà. Et votre deuxième question, c'était la date de sortie. La date de sortie est évidemment tout à fait... en fait, on a tellement traîné qu'on s'est retrouvé à sortir ce film. Enfin, on a traîné. C'est des Italiens qui restaurent les films à l'italienne. Non, je dis ça pour les citer, pour citer le labo à Bologne. Non, ils ont fait ça très bien, mais il y a eu le Covid. Donc, c'est moi qui traînais. Et après, donc, on s'est retrouvé à sortir le film en 25. Et comme le précédent était sorti en janvier, avec les gens d'Habitat, on avait dit en janvier. Puis après, on s'est dit, mais non, miraculeusement, le 19 mars est un mercredi. Donc, on s'est dit, on va aller au 19 mars, puisque en France, parce qu'aux États-Unis, par exemple, c'est le vendredi que sortent les films, comme ça, demain, on fêtera. Mais hier, il y avait la voyage, ça se trouve, c'était le 17 mars, en fait, en tout ça, on n'en sait rien. Mais, comme je le dis dans le film, le 19 mars, c'était le seul jour, entre le 15 et le 20, où il ne pleuvait pas. Donc, on a décidé que c'était le 19 mars. Demandez-moi-en pas la preuve, parce qu'on ne l'a pas.
On prend encore une ou deux questions. Merci pour cette magistrale leçon de cinéma, c'est vraiment extraordinaire à voir. J'ai une petite question technique. Vous avez cité à plusieurs reprises le fait que les films étaient tournés sur 50 secondes. Il y en a un qu'on voit avec à la fin une séance de prestidigitation qui est un petit peu plus long, mais ils ont tous été tournés quasiment en 50 secondes ou c'est... Disons que ce que je raconte aussi, la nature propre des films humains, c'est 50 secondes. C'est 17 mètres de pellicule, plus exactement. Donc il y en a qui font 45, il y en a qui font 55, selon la vitesse à laquelle on tournait la caméra. Ça, je ne le dis pas, vous savez, il tournait la manivelle en chantant le régiment de Sambre-et-Meuse. Le régiment de Sambre-et-Meuse. Donc, du coup, il faut se dire que quand les opérateurs ont essaimé à travers le monde, il y avait plein de jeunes gens qui chantaient le régiment de Sambre-et-Meuse, puisqu'ils le faisaient au tournage et à la projection. Mais la manivelle, c'est une mécanique géniale qui s'auto-entraîne. C'est-à-dire, je fais ça parce que, vous avez vu, c'est pas une manivelle comme ça. Et alors, plein de gens étaient surpris parce que, en effet, tourner un film, c'est tourner la manivelle, c'est comme ça que c'est. Il faut toujours revenir un peu. Et après, ils vont faire des formats un peu plus longs parce que Méliès est passé par là, donc ils font du montage. Méliès l'invente quasiment par accident. Tout à coup, il coupe un film sans faire exprès, il le recolle, et il s'aperçoit que ça crée un effet. Et donc, ils ont fait des films. Et s'il n'y avait pas eu la mention en bas à droite, lumière, jamais on n'aurait pu penser que c'était lumière, parce que c'est pas le style lumière du tout. Et je ne vais pas du tout vous dire que j'aime pas beaucoup le cinéma de Méliès. Donc je ne l'ai pas dit, mais j'aime bien le cinéma de Méliès. Et j'aime bien les films de James Cameron et les films de Stanley Donen et de Busby Berkeley. Mais c'est vrai que ma nature profonde de cinéphile va plutôt vers cette école-là, vers l'école de la transfiguration du monde par la caméra qui en dit la beauté dans sa vérité. Ça ne veut pas dire qu'une bonne comédie musicale de Stanley Donen n'est pas extraordinaire. Et aussi, autre question un peu technique, là, comme vous dites que c'est 120 films que vous avez sélectionnés, et qu'il y en a donc 1400 ou beaucoup plus, vous les avez tous vus, et c'est une sélection représentative de tout ce que l'on voit sur l'ensemble. Oui, c'est représentatif, mais c'est quand même relativement subjectif. Quelqu'un d'autre fera autre chose. C'est pour ça qu'on fait cette plateforme. On espère sortir en juin ou en septembre. Lumière Plus. Après Paramount Plus, il y aura Lumière Plus. Et pour que les gens fassent après leur marché. Ils regarderont ça à leur manière. Ils ne seront plus obligés de dire Frémaux, tais-toi un peu, laisse-moi regarder le film. Mais non, il y a des choses très belles. Mais c'est pour ça aussi que j'ai voulu mettre le film de l'Amiral, qui est un film raté. Parce que je ne vais pas non plus vous dire que tous les films sont extraordinaires. Il y a des opérateurs qui étaient meilleurs que d'autres. Donc, le talent, c'est comme ça ne s'apprend pas. Et on voit aussi d'emblée que, et quand vous regardez dans les archives des journaux, donc il y avait des films lumière, puis parfois c'était marqué entre parenthèses, alors pas arrosé, entre parenthèses, redemandé. Il y avait déjà des hits. Et Lumière, quand ils s'apercevaient de ça, ils disaient aux opérateurs, allez dans la rue, allez dans les gares, et filmer. Et c'est ça qui est très beau, c'est que c'est jamais anecdotique. C'est jamais pittoresque. C'est toujours authentique, même quand c'est drôle, même quand c'est... Là, les mômes à Stuttgart qui toisent la caméra, avec les mains sur les hanches, c'est quand même très très beau ça. Et alors il y a... nous faisons une exposition des photogrammes de ces films chez Anne-Dominique Toussaint, la galerie de cinéma qui est rue de Turenne. Et ce qu'il y a c'est des reproductions en photo, parce que chez Lumière, finalement, tout commence et tout termine par la photo, en photo fixe, des images, des films. Mais ce qui est intéressant, m'a dit un historien de la photo, c'est qu'à l'époque, les photographes ne mettaient pas leur appareil photo sur le toit des locomotives ou à l'avant des tramways, puisqu'il leur fallait de la fixité, de l'immobilité. Et donc, par la photo issue des films, par la photo fixe, on s'aperçoit, pour ceux qui ne connaissent pas les films, que tout à coup, telle rue est filmée avec souvent d'ailleurs des êtres humains, quand la photo faisait beaucoup de la photo monumentale à cette époque-là, etc. Donc ça vient aussi questionner la représentation de la société. D'ailleurs, l'expo s'ouvre par
une photo tirée, alors j'ai fait très attention parce que telle seconde n'est pas bonne, telle autre non plus, c'est telle seconde qui est bonne. 10 secondes plus tôt, 10 secondes plus tard, le film n'est pas aussi beau, le cadrage n'est pas aussi beau. Mais le film magnifique sur le bas des Champs-Élysées, avec cette dame et ses enfants, quand vous la voyez en photo, vous êtes en effet chez Marcel Proust. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à regarder comment sont habillés les gens, comment ça circule dans Paris. Et ça, il n'y avait pas de photos comme ça à l'époque, pas à notre connaissance. On va prendre une dernière question là. Bonjour, monsieur Frémaux. Voilà, tout d'abord, merci de nous avoir transmis les œuvres de Frères Lumière. Je voulais juste vous demander, est-ce que vous avez, demandé conseil à Bertrand Tavernier d'avoir son point de vue d'historien pour pouvoir faire votre œuvre sur les Frères Lumière? Merci. Non, parce qu'il n'y connaissait rien. C'était ça, c'était un jeu entre nous, parce qu'en effet, vous avez raison, c'était un magnifique historien, il savait tout sur tout, mais le cinéma des origines, ça l'a jamais ultra branché. Et un jour, il m'a dit, mais t'as grandi, moi il m'a connu, j'avais 20 ans, quoi. Et au moment du centenaire du cinéma, en 95, nous recevons un prix à San Francisco, et j'avais dit, je vous ferai une petite démonstration de lumière en les commentant. Et on reçoit le prix et tout, et Bertrand me dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je lui dis, t'inquiète pas, je vais commenter les films, je le fais en français, tu le fais en anglais. Et il a tout de suite embrayé, parce qu'il parlait très très bien anglais, et ça l'a beaucoup amusé, et du coup on l'a fait souvent à deux. On a fait 2 tournées américaines, je vous raconte dans le livre que je lui ai consacré, et voilà. Après il a eu des éclairs de génie aussi à parler de lumière, mais non, c'est moi qui lui ai appris ça. Mais par exemple, il a dit une chose très belle sur les opérateurs, il a dit « Ils ont offert le monde au monde ». Et c'est exactement ça. C'est l'idée que, encore une fois, que tout ça, c'est nous, ça nous appartient. Puis après, il a dit un truc très drôle, quand on voit des chasseurs alpins faire des exercices un peu acrobatiques et moyennement convaincants, il disait, maintenant on comprend pourquoi la France perdait toutes ses guerres. et vous avez vu comment l'époque était militarisée, quoi. Parce qu'ils n'ont pas seulement filmé l'armée française, mais l'armée espagnole, l'armée mexicaine. Et le grand truc, c'était la fierté des troupes. Mais du coup, ça fait de très beaux films qui, en effet, anticipent. Alors, quand je dis ça, ça anticipe sur le western, évidemment. Je ne dis pas que John Ford connaissait les films lumière. Mais il y a quelque chose d'un écho qui, rétrospectivement, redonne de l'importance au travail des lumières. Et ça, c'est assez beau. C'est-à-dire, il y a, je vais finir là-dessus, mais l'un de mes poètes préférés, c'est Blaise Cendrars. Et Blaise Cendrars avait un ami qui était un écrivain, alors que lui, sa gloire était déjà faite comme poète et comme écrivain, et qui s'appelait Gustave Le Rouge, qui faisait des feuilletons. Dont un feuilleton qui s'appelait Le Testament du docteur Cordelius. Et c'était de la littérature du tout venant, que les gens lisaient dans les journaux. Et Blaise Cendrars disait, mais t'es très beau, mais non, moi je suis pas un écrivain, toi t'es un écrivain, moi je suis pas un écrivain. Il a pris des extraits du Testament du docteur Cornelius et il en a fait des poèmes. Et tout le monde a dit, c'est génial. Blaise Cendrars, c'est un poète génial. Et il a dit, c'est pas de moi, c'est de Gustave Le Rouge. Après, il l'a raconté, c'est Francis Lacassin, l'historien, qui avait retrouvé exactement. Et Blaise avait dit, je l'avais sacré poète. Et encore une fois, c'est un peu ce qu'on veut faire avec Lumière, qui était dans sa modestie lyonnaise, toujours à dire non, mais nous, on a laissé ça aux autres. Or, non, ce qu'ils ont laissé, c'est inestimable. Merci. Merci à vous. Dites à vos amis d'aller voir le film. On fera des entrées. Merci beaucoup en tout cas. Merci Thierry. Très bonne soirée. À bientôt.